Merci d'être au rendez-vous d'Économie le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, il faut sauver le FMI. C'est le cri d'alarme en substance ce week-end de Christine Lagarde. Pour la patronne du Fonds monétaire international, il est temps que les droits de vote au sein de l'institution reflètent les nouveaux rapports de force de l'économie mondiale et surtout le poids de la Chine. Qu'en pense Washington? Le point dans un instant. Et puis objectif 100 milliards de dollars, voilà ce que doivent pouvoir réunir les pays riches chaque année d'ici 2020 pour aider les pays pauvres à lutter contre les bouleversements climatiques. Des engagements ont été pris ces derniers jours à Lima et ce n'est pas trop tôt. Nous sommes à moins de 50 jours de la grande conférence COP21 à Paris. On y revient tout à l'heure. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Avant de les développer, le point sur l'actu éco et à la une, l'attribution du Nobel d'économie. Angus Deaton, un Écossais et Américain, succède au Français Jean Tirole. Il est récompensé pour son analyse de la consommation, de la pauvreté, du bien-être et de l'État-providence. Professeur à l'université de Princeton, il a notamment théorisé le paradoxe de Deaton, d'après lequel la consommation ne varie que très lentement malgré de fortes variations de revenus. Rappelons tout de même qu'il s'agit en réalité du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, ce dernier n'ayant jamais mentionné dans son testament une récompense pour les économistes. On revient sur l'un des temps forts du week-end, l'approbation par les ministres des Finances du G20 des réformes soumises quelques jours plus tôt par l'OCDE, réformes visant à prévenir l'évasion fiscale des grandes multinationales. Il s'agit d'un paquet de 15 propositions destinées à les empêcher d'échapper à l'impôt grâce à une collecte plus facile de la TVA, une harmonisation des conventions fiscales ou un meilleur encadrement des transactions intra-sociétés. Réunis au Pérou, les grands argentiers de la planète se sont engagés en faveur d'une mise en œuvre rapide. L'élément le plus important est l'équité et la concurrence loyale. Bien que chaque pays se concentre sur différents aspects, ce qui doit être souligné est l'équité et la nécessité de faire évoluer le système fiscal mondial vers une direction basée sur des normes. On part au Moyen-Orient avec la visite du président indien en Jordanie. Outre les aspects politiques et les réformes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, il était question de business. Une usine d'engrais indo-jordanienne a notamment été inaugurée. New Delhi a par ailleurs accepté de prolonger une ligne de crédit de 100 millions de dollars en faveur d'Amman. Le but étant d'accroître commerce et investissement. Les échanges bilatéraux ont atteint 2 milliards de dollars l'an dernier, 5 milliards dans 10 ans. Tel est l'objectif des deux parties. Notre honorable président a accepté aujourd'hui de prolonger une ligne de crédit de 100 millions de dollars en faveur de la Jordanie. Les secteurs d'intérêt commun seront identifiés à l'avenir. Ceci est au service de l'expansion du commerce et de l'investissement entre les deux pays. Et notez que le président indien est attendu en Israël à partir de demain pour une visite historique. En bref, l'Europe et d'abord l'Ukraine qui sera à nouveau approvisionnée en gaz russe. Gazprom, le géant gazier russe, a annoncé ce lundi la reprise de ses livraisons vers Kiev. Elles étaient suspendues depuis le 1er juillet, mais un acompte a été versé par l'Ukraine pour le mois d'octobre, 230 millions de dollars. Les deux pays étaient parvenus à un accord le mois dernier. Un mot de la problématique des migrants en Europe. Michel Sapin, ministre français des Finances, s'oppose à l'instauration d'une taxe exceptionnelle pour financer la gestion de la crise. Il estime qu'une telle mesure envisagée par Berlin et Bruxelles serait incompréhensible pour les citoyens. En parallèle, en déplacement hier sur l'île grecque de Lesbos, où se trouvent des centres d'accueil, le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés a rappelé que cette crise était un problème européen. On l'écoute. Merci aux autorités et aux habitants de Lesbos pour leur générosité et leur solidarité envers tous ceux qui traversent la Méditerranée dans cette situation dramatique. Il ne s'agit pas d'un problème de Lesbos ni d'un problème grec. Cela est un problème européen qui nécessite une solution européenne. Et il est nécessaire que l'ensemble de l'Union assume ses responsabilités efficacement. Voilà, et puis en parlant de la Grèce, ces images d'un repas à Athènes, plus d'une tonne de fruits et légumes qui étaient censés être jetés ont été récupérés par des ONG au profit de centaines d'habitants. Un repas gratuit qui illustre les ravages de la crise et de l'austérité, puisqu'on y trouvait de nombreux retraités. C'est bien pour les gens car ils ont faim. Parce qu'en Grèce, tout est à l'envers. Ils disent qu'ils essaient, ils font ceci, ils font cela.
Ceci est d'une grande aide, car avec nos retraites coupées, nous n'avons pas assez d'argent. Et la banque ne nous donne que peu d'argent avec les contrôles de capitaux. On se penche donc sur l'assemblée annuelle du FMI qui s'est clôturée hier au Pérou. Après 70 ans d'existence, l'institution semble à un tournant de son histoire. Depuis Bretton Woods, les temps ont changé. La Chine, 10% aujourd'hui du PIB mondial, y pèse moins de 4% des droits de vote. Une situation qui nuit à la crédibilité de l'institution pour sa patronne, Christine Lagarde. Mais Washington ne semble pas disposé à changer les règles de la gouvernance. Est-ce un jeu dangereux? Le décor d'abord et les acteurs avec Laura Duhamel. C'est un défi de taille pour le FMI. Depuis 3 ans, l'institution fait face à un veto de fait des États-Unis et ne peut entériner la réforme de sa gouvernance. Une réforme qui a pour objectif de donner plus de poids aux pays émergents. À Lima, où se tenait jusqu'à dimanche l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, Madame Lagarde a souligné l'urgence de la situation. La meilleure solution est la ratification de la réforme de 2010 et j'espère vraiment que les États-Unis ratifieront cette réforme des quotas dans un futur pas trop lointain et espérons-le avant la fin de cette année. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester sans rien faire et attendre, donc un travail technique a déjà été effectué. Il y a plusieurs étapes intermédiaires qui ne se substituent pas à la réforme de 2010. Et la grogne gagne les pays émergents. La Chine, deuxième puissance mondiale, dispose de moins de 4% de droits de vote au sein de l'institution. À peine plus que l'Italie, dont l'économie est pourtant 5 fois plus petite. Pékin, dont l'influence grandit dans le monde, menace ainsi de se détourner du FMI. Pourtant, cette menace ne fait toujours pas plier les républicains américains, majoritaires au Congrès. Ils refusent toujours de lever leur veto. Si la réforme ne se fait pas, les conséquences pour les États-Unis et la communauté internationale seront très importantes. Face au blocage, Christine Lagarde propose des mesures alternatives. Parmi elles, une augmentation ad hoc du quota des principales économies émergentes. Une mesure qui ne requiert pas l'aval des États-Unis. Mais le groupe des 24 économies en cours de développement souhaite de son côté une solution plus radicale. Aujourd'hui, c'est non seulement la représentativité du FMI qui est mise en jeu, mais aussi sa crédibilité. Et sans compter le fait que le FMI voit des concurrents potentiels émerger en Asie notamment. On pense à la nouvelle Banque asiatique de développement pour les infrastructures, pilotée justement par la Chine. On va en parler avec Laurent Attuel. Bonjour. Bonjour David. Analyste économique. Alors Laurent, on parle du FMI qui reste encore le premier principal bailleur de fonds de la planète. D'abord, cette réforme de gouvernance, est-ce que elle n'est pas un peu trop tardive? On voit que la Chine, deuxième PIB de la planète, est seulement le 6e au niveau des droits de vote. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu temps de refléter ces nouveaux rapports de force de l'économie mondiale? Alors David, on dit qu'il est jamais trop tard. Effectivement, cette réforme qui se fait attendre depuis près de 4 ans est en fait le reflet du bras de fer qui se joue entre les États-Unis et la Chine à travers cette institution qui est le Fonds monétaire international. Donc cette réforme doit se faire, elle prend du temps et elle reflète un peu des enjeux économiques qui sont très importants. Et d'ailleurs, on s'est éloigné du but original du FMI, Bretton Woods, la lutte contre les dévaluations compétitives. Où on en est au niveau du rôle justement du FMI aujourd'hui? Alors le FMI a un rôle un peu distendu en ce moment parce que on a vu la guerre de change que se livrent toutes les banques centrales à laquelle le FMI n'a pas vraiment donné de réponse. Le FMI, le rôle du FMI est de la stabilisation du système monétaire international, des échanges, des dettes, des capitaux, et aussi d'aider les pays émergents qui sont en difficulté, comme à un moment la Grèce, comme l'a été le Brésil, comme l'a été l'Argentine. Et en fait, elle donne des prêts à ces pays. Et elle échelonne la dette, elle permet à ces pays de s'en sortir économiquement au lieu de chuter dans la récession. Donc la bouée de secours un petit peu de l'économie mondiale. La bouée de secours, ce rôle est toujours très important. Maintenant, l'influence du FMI est très américaine et elle est en train de se déplacer vers le monde asiatique. Alors justement, on assiste ces dernières années un petit peu à la concurrence de nouveaux fonds d'investissement. On a parlé de la Banque asiatique de développement pour les infrastructures qui a été créée très récemment. On a l'impression que Washington un petit peu est perdant dans tous les cas. Soit on réforme le FMI, perte d'influence mécanique, soit on réforme rien du tout et on va voir fleurir tous ces fonds d'investissement, surtout en Asie. Tout à fait David, d'où le blocage des États-Unis et l'attente pour l'instant parce qu'ils ne savent pas quel chemin prendre. De toute manière, c'est perdant parce que
ils doivent réajuster, le FMI doit réajuster en fonction des poids des économies. Donc la Chine doit avoir plus de poids. Cependant, les États-Unis veulent garder, avec les plus de 16% de droits de vote au FMI, veut garder le contrôle de cette institution pour en influencer ses choix, ses financements et aussi la politique que le FMI fait appliquer aux gens à qui elle prête de l'argent. Donc éviter un petit peu l'isolement. Globalement, quel jugement on peut porter aussi sur le FMI? On sait que ces dernières années, surtout depuis la crise financière, le FMI aux quatre coins de la planète a préconisé surtout des mesures d'austérité, des politiques d'austérité. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un petit peu le mea culpa de tout ça? Oui, alors austérité et aussi surtout bonne gérance budgétaire. En contrepartie, ils ont encouragé les banques centrales, la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, à mener une politique de liquidité abondante qui a permis quand même non seulement aux économies occidentales mais aux pays émergents de sortir par le haut de la crise. En contrepartie, elle demande notamment, surtout aux pays émergents, d'avoir une gestion budgétaire plus rigoureuse, ce qui, à mon avis, est tout à fait normal. Pas de risque de fracture entre la Fed aux États-Unis et le FMI. La Fed qui voudrait peut-être remonter ses taux. Exactement, il y a un bras de fer, il y a un échange. Le principe, la fracture, elle est surtout entre... C'est une fois de plus cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis qui est en train de avoir lieu. Et le FMI va peut-être en faire les frais. Merci beaucoup Laurent Hatchwell pour toutes ces explications. Allez, second dossier. Il y avait décidément du monde à Lima ces derniers jours, puisqu'aux côtés du FMI et de la Banque mondiale, on retrouvait les ministres des Finances du G20 réunis pour la dernière fois avant la grande conférence de Paris sur le climat. La France voulait régler la question du financement de la lutte contre le réchauffement avant l'ouverture, prévue le 30 novembre. Les grandes puissances semblent avoir trouvé un terrain d'entente pour réunir la coquette somme de 100 milliards de dollars par an. Les détails, Laura Duhamel. Croissance et climat pourront-ils enfin être conciliés? À Lima ce week-end, en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale, celle des ministres des Finances du G20 a été fructueuse. Car les 100 milliards de dollars par an nécessaires pour aider les pays les plus touchés par le réchauffement climatique pourraient bien être réunis par les pays développés. L'objectif établi en 2009 devrait être atteint d'ici 2 mois, avant l'ouverture de la COP21, la conférence sur le climat de Paris. Il y a une vraie possibilité que nous atteignions les 100 milliards de dollars promis avant la COP21 de Paris, tant grâce aux pays qu'aux banques de développement multilatérales. Nous allons nous engager de façon beaucoup plus significative pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une décision difficile, mais c'est la bonne chose à faire. D'après l'OCDE, près de 62 milliards de dollars ont déjà été réunis. Vendredi, les banques de développement ont quant à elles annoncé un effort supplémentaire d'environ 15 milliards de dollars. Le Fonds vert, un mécanisme financier des Nations Unies, promet lui la somme de 10 milliards de dollars. Si l'on ajoute les contributions publiques annoncées par plusieurs pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, la somme des 100 milliards de dollars est à portée de main. Mais malgré cet effort financier considérable, d'autres mesures restent nécessaires pour rester en deçà d'une augmentation des températures de 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est le bon moment pour introduire la taxe carbone, de même que c'est le bon moment pour éliminer les subventions diverses. À quelques semaines du grand rendez-vous parisien sur le climat, la mobilisation est également de mise du côté des pays dits du Sud. Un sommet alternatif contre le changement climatique avait lieu aussi durant le week-end en Bolivie. En novembre et décembre, les gouvernements vont se réunir à Paris pour finaliser un accord sur le changement climatique. Cet accord doit être ambitieux et doit inclure toutes les nations. Il n'y a plus de temps à perdre. Le changement climatique est déjà là. Car une chose est sûre, les pays du Sud, souvent fragiles économiquement, sont en première ligne face aux effets du réchauffement. Et l'objectif sera de conclure un traité à Paris donc, sur la lutte contre les changements climatiques. On passe au Media Watch. La revue de presse et les petits artisans qui voient s'ouvrir à eux la plus grande plateforme de e-commerce au monde. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. L'artisanat a désormais sa place sur Amazon. Et oui, Handmade at Amazon, c'est le nom de cette nouvelle boutique en ligne. Plus de 80 000 produits artisanaux sont donc désormais disponibles sur le site. Alors une bonne nouvelle pour Amazon, mais une très mauvaise nouvelle pour Etsy. Etsy, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, c'est une plateforme américaine qui vend elle aussi des produits artisanaux sur la toile. Alors jusque-là, le site était en pleine croissance, il vient même de faire son entrée à la bourse de New York, mais désormais, eh bien, le petit Etsy tremble devant le géant Amazon, et avec raison, puisqu'après l'annonce d'Amazon, eh bien, l'action Etsy vient de perdre 4,3% jeudi
au Nasdaq. Bref, Etsy versus Amazon ou l'énième version moderne du combat de David contre Goliath. David qui a battu Goliath. Et puis on parlait du prix Nobel, Laura, tout à l'heure. Vous avez une infographie assez étonnante qui illustre en fait la domination écrasante des Américains. La suprématie américaine, et c'est le Figaro qui publie cette infographie étonnante. Le résultat est sans appel. Et bien depuis la création du prix en 1969, 70% des lauréats sont américains. Autre info surprenante, sur ces 75 lauréats, 12 sont issus de l'université de Chicago. Alors quant aux Français, ils ne sont que 2. La bonne nouvelle, David, c'est que la marge de progression est importante pour les Français. Et pour ceux qui crient déjà à la tromperie, eh bien sachez qu'en réalité, ces statistiques sont très logiques, car l'économie a toujours été portée par les puissances dominantes. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, les plus grands économistes étaient anglais. Au XVIIIe, ils étaient français. Et depuis le siècle dernier, sans surprise, ils sont américains. Bref, en ce qui concerne Angus Deaton, le dernier lauréat en date, il est certes américain, mais il est né en Écosse et puis il possède un passeport britannique. Angus Deaton, donc pour un prix Nobel d'économie, est un petit peu exotique. Il n'est pas 100% américain. Merci Laura et à très bientôt. Merci. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.